Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. On continue donc le long marathon consacré à la boîte aux confins de la Terre. Troisième semaine. Voilà. Et cette semaine, je vais y arriver. Cette semaine, on s'occupe des cartes qui sont monochercheurs. Toujours pas de VF, donc je fais avec mes cartes. Alors la première carte, c'est Apprentissage forcé. Un soutien qui n'a pas de coût, trait talent et rituel, permanent, limite de 1 par deck, à acheter lors de la création du deck, augmentez votre taille de deck de 15. Lors de chaque phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, piochez 2 cartes et défaussez l'une des deux. Alors, donc c'est le permanent des chercheurs. Oui, au passage, je ne l'ai pas mentionné pour le permanent gardien. Maintenant, FFG ne met qu'une copie d'une carte dans un pack si on ne peut en avoir qu'un exemplaire par deck. Donc cette carte-là, vous n'en avez qu'une copie dans la boîte. Si vous jouez en solo ou si vous jouez avec des amis avec une seule boîte, vous n'avez qu'une copie de cette carte. Voilà. Donc cette carte, un permanent, à acheter obligatoirement à la création du deck, donc il faut considérer l'utilité de cette carte pour l'ensemble de la campagne, vu que vous ne pourrez pas le retirer du deck. Augmentez votre taille de deck de 15. Généralement, augmenter la taille de deck, on considère que c'est un problème parce que c'est-à-dire qu'il va falloir plus de temps pour arriver à la carte qu'on veut. En temps normal, on a 33 cartes dans un deck. On commence avec 5 cartes en main, donc il reste 28 cartes dans la pioche. Chaque fois qu'on pioche une carte, on a une chance sur 28 de piocher la carte qu'on veut. Si elle est... quand on a 28 cartes, si on pioche la carte du dessus, on a une chance sur 28 d'avoir la carte qu'on veut, si c'est une carte en un seul exemplaire, et 2 chances sur 28 si on l'a en double. Avec apprentissage forcé, on passerait à une chance sur 43 ou 2 chances sur 43. Donc a priori c'est défavorable. Mais désormais, lors de la phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, on en choisit une parmi deux. Du coup, l'augmentation de taille de deck et le fait de choisir une carte parmi deux, ça incite à augmenter la redondance de son deck. Les 15 cartes additionnelles, donc 50% de cartes en plus dans le deck, vont servir à créer des redondances. Par exemple, dans votre deck, vous aviez prévu de mettre 2 copies de lampe torche pour faire des enquêtes à valeur occulte -2, enfin contre valeur occulte -2, et vous pouvez rajouter une ou deux copies du cryptographe pour l'enquête contre valeur occulte -2. Si vous aviez déduction pour trouver 2 indices d'un coup, lors d'une action d'enquête, vous pouvez rajouter chercher des réponses pour trouver 2 indices du coup lors d'une action d'enquête. Pourquoi les compétences ? Bon, je sais plus, je vais supprimer. Alors, ce qu'il y a, c'est que donc quand vous piochez 2 cartes et que vous en choisissez une parmi les deux, en ayant créé beaucoup de redondance, vous n'allez pas être gêné par le fait de défausser une des 2 cartes, de voir la moitié de vos cartes partir à la défausse. Le temps que vous mettrez pour arriver à une carte précise, finalement, il va être diminué. Parce que, imaginons, vous voulez une carte. C'est la dernière de votre pioche. Si vous piochez une carte par phase d'entretien, pour atteindre la 28e carte, il vous faudrait de base 28 rounds. Bon, une partie dure jamais autant. J'ai vu des estimations 8 rounds, 12 rounds. Moi, il me semble que c'est un peu plus, mais bon. Donc, en tout cas, par définition, si la carte est la 28e de la pioche et que vous piochez uniquement la carte de votre phase d'entretien, 28 rounds. Avec
apprentissage forcé, maintenant il n'y a pas 28 mais 43, sauf que vous en prenez 2 à chaque fois et vous en défaussez une des deux. Donc 43 divisé par 2, ben ça fait 21,5, donc 22. C'est lors de votre 22e round que vous arriverez à la dernière carte de votre pioche, 22 au lieu de 28. Sauf que cette carte, elle est chez les chercheurs, et les chercheurs, ils ont, mauvais onglet, voilà, les chercheurs ont plein de cartes pour piocher. Et même, les chercheurs ont une carte bien particulière, le sérum d'amplification des rêves, une carte que j'adore jouer, avec laquelle j'adore créer des combos, un soutien de niveau 0, qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'arcane, trait, objet et science. Seul le premier exemplaire de chaque carte dans votre main compte dans le calcul de la taille limite de votre main. Réaction, après avoir pioché un autre exemplaire d'une carte que vous avez en main, révélez les 2 exemplaires et inclinez le sérum d'amplification des rêves, piochez une carte. Donc, pendant votre phase d'entretien, vous piochez 2 cartes. Et vous ne pouvez en garder qu'une. Si une des deux est bien meilleure que l'autre à ce moment-là, vous gardez celle-là. Si a priori, il n'y a pas une carte qui est clairement plus intéressante que l'autre, vous allez garder celle des deux que vous avez déjà présente dans votre main. Donc mettons que dans votre main, vous avez la lampe torche. Phase d'entretien, vous piochez lampe torche et cryptographe. Vous défaussez le cryptographe, vous piochez la lampe torche. Comme vous avez 2 lampes torches, vous inclinez le sérum d'amplification des rêves et vous repiochez. Donc maintenant, il vous faut, comme vous avez pioché une carte de plus, il vous faut pas 22 rounds pour avoir la dernière carte de votre pioche, mais 21. Et au fur et à mesure que vous activez le sérum d'amplification des rêves, vous diminuez encore le temps nécessaire pour arriver à la carte que vous souhaitez. Et de façon plus générale, toutes ces cartes qui ont des effets de pioche, elles font que apprentissage forcé va être de moins en moins pénalisant. De base, apprentissage forcé, il vous dit, lors de la phase d'entretien, vous piochez des cartes, mais 50% vous les gardez en main et 50% sont défaussés. Si maintenant, à chaque round, pendant votre tour, vous piochez une carte, ça veut dire qu'à chaque round, vous voyez 3 cartes et que vous en gardez 2 sur 3. Si à chacun de vos tours, vous arrivez à piocher 2 cartes, ça veut dire qu'à chaque round, vous voyez que vous piochez 4 cartes et que vous en gardez 3. Donc il n'y a plus qu'un quart des cartes que vous défaussez. Et plus votre deck génère de pioches, moins la défausse d'une carte avec l'apprentissage forcé n'est pénalisante. Voilà. Alors les investigateurs pour lesquels c'est intéressant, bien sûr, Harvey Walters. Réaction, après qu'un investigateur dans votre lieu a pioché au moins une carte de son deck lors de la phase d'investigation, cet investigateur pioche une carte, limite d'une fois par round. Harvey, il démultiplie la pioche. Si lui ou quelqu'un dans son lieu pioche une carte, cet investigateur pioche une autre carte. Là, en l'occurrence, ça serait une combo à faire au sein de son deck. Donc vous allez déclencher un effet qui fait qu'Harvey pioche, et avec la réaction d'Harvey, vous repiochez. Vous avez votre pioche de 2 cartes pendant votre tour. Phase d'entretien, vous piochez 2 cartes, vous en défaussez une. C'est ce que je disais jusqu'avant. Chaque round, vous piochez 4 cartes et vous en gardez les 3 quarts. Apprentissage forcé, on le rend d'autant plus intéressant qu'on pioche beaucoup. Si on pioche beaucoup, on peut envisager le deck main pleine. Alors là, c'est un vieux deck Mintifan main pleine, donc avec le sérum d'amplification des rêves, totem macabre pour générer de la pioche, assistante de laboratoire pour générer de la pioche, des compétences comme cran, perception pour faire piocher. Voilà. Les decks main pleine, moi, maintenant, je les vois bien utiliser apprentissage forcé.
Alors, un truc à considérer aussi, c'est que apprentissage forcé va vous faire défausser beaucoup de cartes. Eh ben, tant qu'à faire, autant chercher une façon de tirer un parti de cette défausse. Et il y a des cartes pour ça. Il y a l'arme improvisée, qu'on peut jouer depuis la défausse. Voilà. Et dans ce cas-là, elle sera remélangée dans le deck après utilisation. Et en plus, si on la joue depuis la défausse, la carte est plus efficace. De la même façon, on a barrière improvisée pour l'évasion et faire avec les moyens du bord pour l'enquête. On a également découverte fortuite, toujours chez les survivants, un événement qui coûte X, fortune et ah oui, en français c'est chance et perspicacité, coût de X, myriade. X est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans votre pile de défausse. Enquêtez, vous gagnez plus X en intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Donc découverte fortuite, le premier exemplaire que vous piochez lors de la phase d'entretien, vous le défaussez. Et bien maintenant, vous en avez une copie dans votre défausse. La prochaine fois que vous en piochez un, vous le gardez. Et vous avez un événement qui vous coûte 1, qui vous donne plus en intelligence et qui vous fait trouver un indice supplémentaire. Et le troisième exemplaire, ça vous coûtera 2 pour plus en intelligence et 3 indices d'un coup. Si on envoie beaucoup de cartes dans sa défausse, on peut aussi envisager récup, dont j'ai beaucoup parlé dans la vidéo sur Bob Jenkins. Voilà. Donc récup, si vous réussissez de 2 vos enquêtes, vous prenez un objet dans votre pile de défausse et vous le mettez dans votre main. Donc encore une fois, phase d'entretien, à partir du moment où vous avez une carte qui a le trait objet, vous l'envoyez dans la défausse et vous savez que vous la récupérez plus tard dans votre main grâce à récup. Du coup, on a une carte chercheur de niveau 0 qui incite à jouer des cartes survivants qui jouent depuis la défausse, qui insiste à faire un deck récup. Moi j'avais fait pareil il y a quelques temps, un deck Mintifan récupératrice. Voilà, que je retrouve ça. Voilà, avec récup de niveau 2, un certain nombre d'objets, la boussole de marin, cryptographe, le Necronomicon, parchemin des secrets, vieux porte-clés. Autre carte qui se joue depuis la défausse, faire avec les moyens du bord. Voilà. C'est une utilisation possible. Alors, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, il y a une très longue critique de la carte. Genre vraiment très longue. Je l'ai pas lu. Moi, tout ce que je sais, c'est que cette carte, elle cadre bien avec les styles de deck que je joue. J'adore les decks main pleine. Et ça, c'est une carte, comme je l'expliquais tout à l'heure. Je pioche 2 cartes. Pendant ma phase d'entretien, je garde la carte qui va me permettre de piocher une autre carte grâce à sérum d'amplification des rêves. Si je joue un deck chercheur survivant récup, donc un deck Mintifan concrètement, je prends les cartes non objets dans ma main, je défausse les autres. Puis ensuite, grâce à mes enquêtes et à récup, je reprends mes objets, mes soutiens objets dans la défausse, voire je les joue directement depuis la défausse grâce à récup de niveau 2. Voilà donc carte très intéressante autour de laquelle faire des combos. Mais encore une fois, avec l'augmentation de la taille de deck, il faudra que toutes les cartes importantes du deck soient doublées par autre chose. Votre carte d'enquête principale fera qu'elle a un autre équivalent, votre carte d'attaque principale en autre équivalent, etc., parce que sinon vous allez diluer vos solutions. Alors, deuxième carte, Jeremiah Kirby. C'est un soutien. Ah tiens, j'avais jamais fait attention, sur l'image on voit les chiens de traîneau. Bon. Donc Jeremiah Kirby, l'archéologiste arctique, je suppose. Un
un soutien de niveau 0 qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 1 point de santé mentale, trait allié miskatonique et voyageur. Vous gagnez plus en intelligence. Réaction, après que Jeremiah Kirby est entré en jeu, choisissez impair ou pair, révélez les 5 cartes du dessus de votre deck, piochez chaque carte qui a un coût correspondant à l'option choisie, mélangez le reste des cartes dans votre deck. Bon. Alors, il est cher, il coûte 4. Il vous donne un bonus d'1 en intelligence, comme Milan Christopher qui coûte aussi 4. 2 points de vie, 1 point de santé mentale. Beaucoup d'alliés des chercheurs ont 1-2, lui il a 2-1. Et la question qui reste, c'est est-ce qu'il faut choisir impair ou pair? Alors j'ai regardé, les cartes chercheurs qui ont un coût pair, donc 0, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12, je me suis arrêté à 12 parce que je connais rien qui coûte plus cher. Il y en a 103. Impair, déjà il y en a 76. Bon. Et j'ai essayé de regarder quelle carte j'aurais envie de piocher avec Jeremy Kirby. L'assistante de laboratoire, parce qu'elle va, en entrant en jeu, me faire encore piocher. Et c'est une carte... c'est la base d'un deck main pleine, en tout cas en début de campagne. En pair, on a Illumination ésotérique. Ça augmente la taille de main de 1 et ça donne un emplacement de main supplémentaire pour un livre. Donc vous échangez un emplacement d'arcane contre un emplacement de main, spécifiquement pour un livre. On a le lexique occulte de niveau 0 et de niveau 3 qui vaut 2, pareil, une carte que je mets dans tous mes decks main pleine, pas que dans les decks main pleine d'ailleurs. Vision de l'avenir, action rapide lors de votre tour, si vous avez au moins 8 cartes en main, inclinez Vision de l'avenir, jouez un événement de votre main, en payant son coût. Encore une fois, bonne carte pour les decks main pleine. Jeremiah Kirby, si vous en mettez un deuxième exemplaire dans votre deck. Wheaton Green, qui va vous faire tutorer des livres ou des reliques à chaque fois que vous révélez un lieu ou vous mettez en jeu un lieu, qui en plus de ça vous booste votre intelligence sous condition. Encore une bonne carte pour les decks main pleine. Écrit cryptique, si on le pioche pendant son tour, par exemple après avoir posé Jeremiah Kirby, on le joue pour gagner 3 ressources, ou 4 si on a au moins 10 cartes en main. Voilà. Donc tout ça sont des bonnes cartes qu'on peut piocher si on choisit pair. Et on voit que, alors en tout cas toutes celles que j'ai sélectionnées, elles entrent bien dans un deck main pleine. Donc Jeremiah Kirby, bon ajout à l'archétype deck main pleine. Si maintenant on s'intéresse aux cartes qui ont un coût impair, il y a notamment le pic à glace de niveau 1 ou de niveau 3 qui vaut 1. Donc l'intérêt de la carte, c'est en action rapide de donner plus 1 à un test d'enquête ou de combat. La version de niveau 3 permet, en le défaussant, d'infliger plus 1 dégât ou de trouver plus 1 indice. Une bonne carte pour deck récup, ça. Parchemin des secrets, on va regarder les 3 cartes du dessous de son deck. Choisir éventuellement d'en défausser une, d'en piocher une et le reste des cartes, on les met au-dessus ou au-dessous. Très bien dans les decks récup. Abigail Foreman, en réaction après avoir résolu une capacité action du soutien livre qu'on lui a attaché, on incline Abigail Foreman pour résoudre à nouveau les effets de la capacité. Donc très bien dès qu'on joue au moins un livre qui a une capacité, qui a un coût d'une action, qui a un coût en action. Le grimoire cryptique, qui a un livre, et d'autres cartes. Bon, je les ai pas toutes sorties, mais on peut regarder rapidement. CTRL F, objet. Voilà, il y a un certain nombre d'objets. On va tester aussi item, donc hop. Du coup, si vous jouez un deck récup, peut-être que vous aurez plus envie de dire impair. Alors sachant que là il n'y a que les cartes chercheurs, si on rajoutait, je vais quand même vérifier, ouais c'est les cartes peu importe la classe, si à cette liste là on rajoutait les cartes survivants,
On trouverait aussi le vieux porte-clés, qui vaut 1. On trouverait aussi faire avec les moyens du bord, qui vaut 1. Et récup, qui vaut 1. Donc je sais pas, comme ça, à la louche, faudrait regarder le coût d'absolument toutes les cartes. Mais à la louche, j'ai l'impression que Jeremiah Kirby, si vous le mettez dans un deck main pleine, vous choisissez pair. Vous le mettez dans un deck récup, vous choisissez un pair. Et bien évidemment, quand vous faites votre liste de decks, vous vous assurez d'avoir bien une majorité de cartes avec un coup pair ou une majorité de cartes avec un coup impair. Par contre, c'est discuté dans les commentaires. Il faut que la carte ait un coût. Les cartes compétences n'ont pas de coût. Si vous avez beaucoup de compétences dans votre deck, Jeremiah Kirby va être inutile. Idéalement, vous le mettez dans un deck qui ne contient aucune compétence. Idéalement. Voilà. Je crois que j'ai rien de plus à dire. Jeremiah Kirby, intéressant sur le papier. Je crois pas avoir fait pour le moment de liste de deck avec lui à l'intérieur, mais ça s'envisage. Et il est possible qu'il apparaisse dans mon deck Montré Jack que je vous montrerai au mois de mars. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Prochaine vidéo demain, et moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.